Bonjour, c'est Pascal Tréfingui, bienvenue. Si cela n'est pas déjà fait, merci de vous inscrire. Vous pouvez faire un like si vous aimez, ou vous pouvez aussi faire un like si vous n'aimez pas, ça ne vous coûtera rien. Au contraire, ça nous permet d'être mieux référencés par l'algorithme de YouTube et de pouvoir être proposés, que nos contenus soient proposés à d'autres internautes qui ont le même profil que le vôtre. Aujourd'hui, je vais répondre à un certain nombre de questions qui m'ont été posées. D'abord, est-ce que je travaille sans papier? Ben oui. Est-ce que je travaille sans prompteur? Je vous en donnerai la preuve en fin de tournage. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'effondrement. Alors souvent, on me dit, est-ce qu'il va y avoir un effondrement bancaire? Est-ce qu'il est artificiel? Est-ce qu'il va y avoir un effondrement environnemental? Est-ce qu'il est artificiel ou est-ce qu'il est programmé? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant pour en tirer les conséquences. Alors, l'effondrement, oui, on va vers un grand effondrement. D'abord, on a déjà un effondrement écologique avec un effondrement des espèces. On a aussi un effondrement de la civilisation. Nos civilisations sont en train de s'effondrer, de s'orienter vers une tyrannie mondialiste. Et c'est quand même une très mauvaise nouvelle, puisque le fait que tout l'hémisphère nord voit son processus civilisationnel se détruire et aller vers le nomadisme n'est certainement pas un bon signe. Sur l'effondrement financier, qu'est-ce qu'on peut comprendre et qu'est-ce qu'on peut percevoir? Alors tout d'abord, on pourrait remonter très loin dans l'histoire pour comprendre la source du problème actuel, et le problème principal, c'est un problème bancaire. En 1307, Philippe le Bel, le nationaliste, détruit l'ordre du Temple, qui était le grand banquier des monarchies européennes et même de tous les Européens, et cela va gérer un grave problème de civilisation, puisque la banque ensuite va tomber dans des mains qui vont pratiquer l'usure, en particulier les talmudistes venus de Khazarie et ensuite les chrétiens protestants. Donc effectivement, on a un problème avec la banque qui s'est accéléré au cours du XXe siècle, en particulier aux États-Unis avec la création de la Réserve fédérale, et ensuite avec la loi Rothschild, plus précisément pour les Français. Alors cet effondrement financier, il est structurel, c'est-à-dire que la structure actuelle de création de la monnaie dont on a besoin pour vivre au quotidien ne peut amener qu'à une catastrophe économique et une catastrophe financière. D'abord financière, ensuite économique, c'est les cycles du capitalisme. Alors cet effondrement financier, il est évidemment inhérent à la structure du capitalisme, donc l'accumulation de capital, qui au bout d'un moment crée des monopoles. Et d'autre part, il est inhérent à la façon dont nous fabriquons notre monnaie, c'est-à-dire par la dette. Une dette, en plus, qui est une dette privée, créée par des banques privées et imposée aux États. Donc, il y a beaucoup de tutoriels qui circulent sur Internet expliquant les mécanismes de la création financière dans le monde occidental et maintenant dans le monde entier, tel qu'il a été promu par la banque Rothschild. Donc, je vous renvoie. Je ferai un schéma très simple pour vous l'expliquer. Ce qu'on s'aperçoit donc, c'est que cet effondrement économique, il est prévisible. Alors l'effondrement écologique, il est inhérent à la structure du capitalisme. Alors le capitalisme, c'est un système qui vient du nomadisme en fait, et qui est un système où on suce toute la richesse qui est amenée vers le sommet, et on récompense les gens qui sont dans le système par du divertissement, et aussi on les punit par du divertissement, c'est-à-dire on a du divertissement télévisuel plaisant, puis on a du divertissement télévisuel qui est déplaisant et social qui est déplaisant, qui seront donc les attentats terroristes et les guerres, qui sont organisés par l'élite des super nomades pour occuper le peuple et le détourner en fait la prise de conscience qu'il est en train de se nomadiser, que sa civilisation est en train de s'effondrer. Alors, cet effondrement, eh bien, il est inhérent à la structure même du capitalisme. C'est-à-dire que le capitalisme est fondé sur le nomadisme, c'est-à-dire une aspiration des richesses vers le haut, vers des super riches. Et ensuite, cette richesse, elle redescend progressivement vers les basses classes de la pyramide par deux moyens. Principalement le divertissement. Donc, on divertit les gens. Alors, ça peut être un divertissement positif ou un divertissement négatif. Donc, divertissement positif, ça va être la télévision, les amusements, tout ce qui au quotidien permet aux gens de ne pas voir que la civilisation est en train de s'effondrer, qu'il y a des super riches qui s'enrichissent. Et de l'autre côté, des guerres civiles, des guerres militaires, qui frappent des populations innocentes et qui permet au système donc de divertir et de menacer d'une certaine façon pour que tout reste en l'état, c'est-à-dire que la civilisation continue à s'effondrer et le nomadisme devienne de plus en plus puissant jusqu'à devenir la seule façon de vivre possible dans l'hémisphère nord, ce qui est en train de devenir le cas. Donc on a un grand effondrement financier, un grand effondrement économique, mais surtout un grand effondrement civilisationnel. C'est en fait notre civilisation elle-même qui est en train, toutes les civilisations de l'hémisphère nord qui sont en train de s'effondrer
sous l'influence du nomadisme, du super nomadisme, qui donc a commencé par le nationalisme, a continué avec l'internationalisme, et maintenant continue avec le supranationalisme, où l'objectif de ces nomades, de ces nationalistes initiaux, est de créer un État national en Israël, qui serait un État national, disons, qu'ils appellent juif, mais qui n'est pas juif, autour duquel, qui serait sédentarisé, autour duquel tournerait toute l'humanité transformée en 12 tribus de nomades. Voilà, donc ça c'est un vieux schéma hein, qu'on retrouve à Stone Age, qu'on retrouve dans les centres caravaniers des nomades. Mais ce n'est pas un système de la civilisation. La civilisation et la sédentarité, elles fonctionnent sur un autre schéma que j'ai eu plusieurs fois l'occasion de vous expliquer. Alors, cet effondrement civilisationnel, il amène deux effondrements, donc un effondrement financier économique et un effondrement écologique. Donc, on le voit partout. On est rentré dans une grande phase de dérégulation des écosystèmes avec la disparition de beaucoup d'espèces vivantes et aussi une transformation génétique de l'être humain qui est de plus en plus mélangée, c'est-à-dire on s'oriente vers une espèce humaine qui serait hybride de toutes les espèces humaines qui ont été créées auparavant, avec un espèce d'homo modernus en fait qui serait adapté, qui n'aurait pas de racines et qui serait adapté à tous les endroits où l'élite l'amène à vivre. Alors ça, c'est valable pour l'hémisphère nord, c'est moins vrai pour l'hémisphère sud. Cet effondrement écologique, il est inhérent en fait aux activités humaines, mais pas seulement. C'est-à-dire où nous vivons dans un environnement électromagnétique, dans un environnement chimique, dans un environnement biologique qui suit des cycles. Donc la Terre, elle a eu des moments où il y avait beaucoup de vie, des moments où il y avait moins de vie. Donc on a des cycles de température, on a des cycles électromagnétiques avec des systèmes d'inversion des pôles. On a des moments où la Terre s'arrête sur son axe et repart dans l'autre sens. On a des moments où l'axe de la Terre change, l'inclinaison de la Terre change. On a des moments où il y a une inversion des pôles. Donc tout ça, c'est inhérent à la vie de la planète. Ça n'a rien à voir avec les activités humaines. À l'heure actuelle, on est en train de rentrer dans un système justement de grande mutation puisqu'on voit que le pôle nord magnétique est en train de bouger de 50 km par an et il est en train de se déplacer vers la Russie, ce qui est énorme. On s'aperçoit qu'il y a des anomalies magnétiques dans l'Atlantique Sud, par exemple, qui protègent le Brésil et l'Afrique du Sud, et qui fait que les conditions de vie électromagnétiques des êtres humains, donc les conditions mentales de vie, sont un petit peu différentes. Alors, face à cet effondrement, on a deux possibilités, soit on l'anticipe, on l'accompagne et on protège les populations, ou alors on est cynique, c'est-à-dire qu'on va utiliser cet effondrement qui est dû en partie aux activités humaines, mais surtout au changement de l'environnement cosmique, pour en faire un instrument de pouvoir basé sur une idéologie. Alors le problème à l'heure actuelle, c'est que on a les gens qui ont confisqué tout l'argent, qui sont les super riches, qui on pense savent à peu près ce qui va se passer, et quand on observe leur comportement, il est tout à fait explicable. Par exemple, on s'aperçoit que les Anglais achètent massivement en Suède, où ils pensent pouvoir se mettre à l'abri en cas de grande mutation, mais que la super élite, la plus riche, est en train de construire et d'acheter principalement dans le centre et le centre-sud des États-Unis, donc le nord du Texas, l'Arkansas et le Colorado, et qu'il y a des gens, les vraiment très 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 riches, sont en train de s'acheter des bunkers en Nouvelle-Zélande, en pensant que la Nouvelle-Zélande serait protégée en cas de grands bouleversements mondiaux, ce qui est sans doute le cas. Alors face à cette situation, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors je pense que la première chose, c'est arrêter de s'illusionner. C'est-à-dire la différence entre les personnes de l'élite et les personnes de la base, c'est que l'élite est parfaitement au courant de ce qui est en train de se tramer, elle entend en profiter, tandis que les peuples, ils sont laissés dans leur ignorance et ils vont vers donc le massacre. Alors je pense que le premier effort qu'on doit faire, c'est de cesser de nous illusionner et surtout de comprendre quelle est la volonté, quelle est la stratégie de nos dirigeants. Or, cette stratégie de nos dirigeants, elle est très claire, elle est surtout depuis le début du XXe siècle, c'est l'eugénisme, la dépopulation et la destruction environnementale. Donc, face à ce déterminisme historique, cette vie de la Terre et cette vie des collectivités humaines, il y a des gens qui entendent en tirer le profit, des opportunistes, et ces gens-là, en fait, il faut observer ce qu'ils sont en train de faire, pas forcément les imiter, mais pour comprendre la situation dans laquelle on est. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, tout simplement, on peut ne pas leur faciliter la vie et ne pas leur faciliter les affaires. Alors tout ça, ça veut dire qu'on a dans nos mains, en tant que masse, en tant que millions de personnes, on a quand même des moyens d'agir et pour non pas annuler, mais contenir l'effet que les décisions de cette élite bancaire, de ces super riches nomades vont avoir sur nous. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à les contrer? Alors d'abord, la mauvaise solution, c'est l'internationalisme.
c'est de penser qu'en retournant vers un État socialiste, un État-nation qui s'occupe de tout le monde, on va régler le problème du capitalisme, de la superfinance et du nomadisme. C'est un leurre. Ensuite, il y a des gens qui pensent que c'est le nationalisme, c'est-à-dire ils revendiquent leur culture, ils idolâtrent leur ethnie, ils se sentent menacés génétiquement, ils idolâtrent leur culture, ils se sentent menacés culturellement et ils ont une tentation nationaliste. Alors on a vu ce que ça a donné en Allemagne, on va voir ce que ça va donner en Russie et généralement c'est pas la mauvaise solution, la bonne solution, ça ne fait qu'empirer le problème puisque le problème de base qui fait qu'il y a un effondrement de notre civilisation, c'est justement le nomadisme. Donc c'est comme quelqu'un qui, pour se sortir de l'alcool, irait se resservir une petite bouteille et c'est généralement la réaction des peuples lorsque les peuples sont confrontés au supranationalisme. Soit ils y adhèrent, ils s'adaptent à la mondialisation, ils deviennent des nomades, soit ils résistent, soit sous la forme de la gauche, c'est le marxisme internationaliste, soit sous la forme de la droite et c'est le nationalisme communautariste, ethniciste que l'on connaît et qui, en fait, sont les étapes précédentes du problème et certainement pas une solution. On reviendra pas en arrière, ce qu'il faut c'est aller au-delà du supranationalisme. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Alors, concrètement, ce que l'on peut faire, c'est comprendre le processus de décivilisation dans lequel on est, notamment en étudiant Platon, parce que Platon, dans le livre de la République, explique très bien le processus de décivilisation dans lequel nous sommes. Donc, ce que je vous disais, donc, ce qui est important, c'est de comprendre le processus comprendre le processus de décivilisation dans lequel on est. Une fois que c'est fait, on comprend qu'il y a deux choses, en fait, qui nous nuisent. L'individualisme et le nomadisme. Alors, qu'est-ce que l'individualisme? Alors, l'individualisme, c'est privilégier l'individu sur la société. Et tout le monde libéral, en particulier en Europe depuis 40 ans, qui s'est copié sur le modèle américain, c'est privatiser les bénéfices et collectiviser le risque. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a de l'argent à gagner, c'est pour les super riches, et à chaque fois qu'il y a de l'argent à dépenser, eh ben, c'est pour les pauvres, c'est pour la collectivité, c'est pour l'État, ce qui endette de plus en plus les familles et les individus, ce qui endette de plus en plus les États et rend de plus en plus riches les super riches. Le deuxième problème auquel on est confronté après l'individualisme et donc qui crée en fait qui est le résultant du nomadisme, c'est le nationalisme. Donc plus une civilisation est en train de s'écrouler, plus elle va vers le nationalisme, qui est le culte de son ethnie et le culte de sa culture. Alors évidemment, c'est bien de défendre sa culture et de défendre ses particularités génétiques, je ne dis pas le contraire, mais ça se fait dans le cadre d'une civilisation qui va créer un individu, la civilisation elle va tendre à unir les individus en une seule ethnie, en les fondant, et elle les amène vers une religion et une culture commune. Ça, c'est ce que fait une civilisation. Lorsque la civilisation s'effondre, eh bien, il y a un phénomène de nationalisme, c'est-à-dire que les gens qui sont vraiment la synthèse ethnique et la synthèse culturelle, qui sont le plus marqués ethniquement et culturellement, ils vont migrer vers un autre endroit pour faire une civilisation. Ils ne restent pas sur place. Donc, les nationalistes français, et quand ils sont logiques avec eux-mêmes, souvent, ils quittent la France, soit pour le Canada, soit pour la Bulgarie, soit des endroits où ils sont suggestionnés pour aller par la DGSI, ou des endroits où ils vont aller spontanément, tout simplement parce que, dans le futur, c'est sans doute là où les communautés qui partagent la culture française vont migrer. Alors, il faudrait bien définir qu'est-ce que c'est que la culture française. Pour moi, la culture française, c'est la culture de l'Ancien Régime. Donc, c'est la culture de la démocratie française, avec le roi et des castes qui sont en dessous et qui collaborent à la civilisation française. C'est évidemment pas la culture française telle qu'elle est née de la Révolution française, puisque c'est une copie de la culture anglaise et de la culture nord-américaine, et que elle est entièrement dédiée au nomadisme, et d'ailleurs un nomadisme qui va vers son effondrement et vers sa fin. Donc il ne s'agit pas de la culture, quand je parle de culture française et d'ethnie française, c'est les identités régionales de l'Ancien Régime, et c'est la culture chrétienne d'Ancien Régime de la France qui n'a rien à voir avec la culture républicaine qui est une parenthèse dans l'histoire et qui montre au contraire une décomposition une putréfaction de la culture française qui va vers sa disparition dans l'endroit où elle est. Alors, quand on a compris ça, on peut aussi se rendre compte du phénomène de perte de mémoire dans lequel on est. Donc, généralement, les gens qui s'affirment super nationalistes, je leur pose la question, quel était le travail de vos parents? Quel était le travail de vos grands-parents? Et généralement, ils ne savent même pas le travail de leurs grands-parents. Je leur demande où étiez-vous? Vous êtes originaire de quelle région? Ils me disent généralement la région où ils sont nés. Et vos parents? Je m'aperçois souvent qu'ils sont d'une autre région, voire d'un autre pays. Vos arrière-grands-parents, ils ne savent pas. Donc, il y a une perte de mémoire. Les gens s'identifient à la culture, à l'ethnoculture républicaine telle qu'ils l'ont connue dans leur enfance, où la mondialisation n'était pas encore aussi forte, telle qu'elle a été promue ces 40 dernières années. Et ces gens-là, en fait, ils sont dans une perte de mémoire totale. Donc, si vraiment on veut aller au bout du processus, c'est-à-dire on veut récupérer le noyau de la culture française et de l'ethnicité française telle qu'elle est physiquement, en fait, il faut faire un effort de mémoire, savoir d'où on vient, si véritablement on appartient
ethniquement et culturellement à la culture française, et on s'aperçoit que c'est rarement le cas chez les nationalistes. Alors une fois qu'on a traité cette forme de perte de mémoire, et on a retrouvé un peu ses origines, donc ses origines sociales, dans quel casque nos ancêtres se plaçaient, quelles sont nos tendances psychiques fondamentales, quelle est notre origine spatiale, d'où on vient. Et effectivement, soit on veut rester sur place en France, et donc il va falloir accepter le nomadisme, puisque le nomadisme va détruire complètement la civilisation française, on va la voir s'effondrer, ou alors il faut partir dans une autre sorte de nomadisme, c'est-à-dire un nomadisme conservatoire, et à ce moment-là, il faut rejoindre des communautés françaises à l'étranger, et conserver dans un autre contexte la culture française et son ethnicité française. C'est parfaitement possible. Si on reste sur place, effectivement, on va voir la destruction de la civilisation française. Si on part, on va voir la conservation de la culture française, puisqu'elle ne peut plus être conservée localement, elle va être détruite. Donc, comme je vous le disais, notre première solution, c'est de prendre conscience, donc prendre conscience de la situation financière et économique, prendre conscience de la situation environnementale, de façon lucide, pas d'hystérie écologiste, prendre en considération la situation sociale dans laquelle on est, c'est-à-dire la décomposition de notre société sous l'influence du nomadisme, des super riches et de la collectivisation des pertes, et notre situation personnelle, nous, on se situe par rapport à notre histoire personnelle, notre histoire familiale et l'histoire de la civilisation française, et est-ce qu'on va observer, rester là et voir la destruction de cette civilisation et s'orienter vers autre chose, ou alors est-ce qu'on rentre dans le nationalisme, c'est-à-dire le nomadisme, et alors à ce moment-là, il faut partir, on ne peut pas rester. Alors, comment est-ce qu'on peut agir au quotidien? Alors, je vous l'ai dit, renouer avec sa mémoire, arrêter de s'illusionner, mais on peut faire de la guérilla, et particulièrement une guérilla de la mauvaise volonté. Donc, à chaque fois que vous voyez quelque chose qui est favorable à la nomadisation et la mondialisation, eh bien, c'est d'arrêter. Donc, manger local, penser local, consommer local, acheter local. Ensuite, quand on a besoin de biens manufacturés, alors il faut savoir à qui on va les acheter. Il est évidemment que pour le moment, l'allié objectif des peuples, c'est la Chine. Et paradoxalement, c'est bien la Chine. C'est-à-dire que si on veut s'opposer à la mondialisation qui est menée par l'Angleterre, les États-Unis et l'État sioniste, il faut absolument voir quel est leur ennemi commun. Et leur ennemi commun, c'est la Chine. Donc plus vous allez consommer des produits chinois, quand vous ne pouvez pas consommer des produits français et locaux, en faisant attention que ce n'est pas de lien avec la finance internationale anglo-saxonne, il faut que vous consommiez chinois. Donc privilégier la consommation chinoise ou la consommation des biens africains ou d'Afrique du Nord, parce que il faut arrêter d'acheter américain. Donc Coca-Cola, Pepsi-Cola, tous les Microsoft, tous les produits qui sont directement liés aux États-Unis, il faut cesser de les acheter et les boycotter, arrêter d'aller bouffer dans un McDonald's. Si vous voulez bouffer des fast-food, allez plutôt bouffer dans un Quick. Si vous voulez acheter des produits chinois à bas coût. Mais arrêtez d'acheter des produits qui sont liés à la finance et qui sont liés aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite concrètement? Ce qu'on peut faire concrètement, c'est bloquer la DGSI, la DGSE. Alors, la DGSE pour les Français qui vivent à l'étranger, la DGSI pour les gens qui vivent en France. Alors, comment bloquer la DGSI? La DGSI, elle a mis en place un système d'écoute généralisé. Il y a environ 20 000 personnes en France qui travaillent dans ce système qui sont au service donc du supranationalisme. Disons de l'État sioniste, puisqu'il en est la clé des États-Unis et de l'Angleterre. Et ce système, il est monté par la DGSE principalement en France, et c'est un système qui est basé sur les écoutes et le harcèlement psychotronique. Alors pour le paralyser, eh bien multiplier les déclarations, donc communiquer le plus possible sur la théorie de la conspiration sur Internet, communiquer le plus sur la théorie de la conspiration au téléphone, dénoncer la psychotronique afin de paralyser le système de harcèlement. Donc plus ils auront de gens à harceler, plus ils auront de gens à écouter et plus vous paralyserez leur action. Donc n'hésitez pas à communiquer l'information sur la psychotronique, à dénoncer les agissements de la Direction générale de la sécurité intérieure, la façon dont elle monte les attentats terroristes en relation avec un État étranger pour servir la cause des financiers, et dénoncer les agissements de la haute direction de la police, telle que vous pouvez la constater à travers les publications qui sont faites sur les 13 familles d'Illuminati, sur la façon dont fonctionne le système financier, la corruption à l'intérieur de la police, par exemple les vidéos du policier Langlois de Vigipolice, tout ça. Faites le plus ressortir la merde, remuer la merde qu'il y a dans le système pour le paralyser. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'une mouche, comme vous et moi, elle peut pas arrêter un train, mais elle peut rendre le conducteur fou. Donc, plus vous allez rendre cinglé la police, plus vous allez rendre cinglé les systèmes de renseignement, plus vous allez rendre cinglé le système de harcèlement psychotronique, et plus vous allez
pouvoir arrêter le train. Donc l'objectif, c'est de rendre la finance dingue et les valets de la finance dingue, en particulier la DGSE en France, donc les services de psychotronie, qui sont les chiens de garde et les gardes chiots de la finance. Donc plus vous paralysez le renseignement intérieur et extérieur, plus vous rendez service à la cause. La deuxième chose, c'est de faire des petits groupes mobiles. Alors bien sûr, les grandes manifestations des gilets jaunes où on va s'affronter à la police, etc., vous l'avez vu, ça marche absolument pas. Ce qui marche, c'est les petits groupes mobiles à droite et à gauche. Ça a été fait au Canada, ça a été fait dans différents pays, de différentes manières. Alors il y a par exemple eu au Canada la révolution des casseroles. Donc il consiste tout simplement à prendre une casserole avec une cuillère en bois et tous les soirs, par petits groupes de 50, 100 personnes, aller devant les maisons des députés, des sénateurs, des gens qui travaillent à des niveaux importants à la police, devant les commissariats, devant les gendarmeries, et de taper sur la casserole de 20h à 22h. Rien ne vous y oppose dans la loi. Vous pouvez aller avec des haut-parleurs, vous pouvez aller danser, etc. Bien entendu, ils vont venir faire de la répression. Alors bien entendu, n'allez pas à l'affrontement, mais si les flics tuent des gens et tabassent des gens, c'est très bien, ça fait avancer la cause. Plus on montre le vrai visage de la police, qui est un visage à bout de nerfs, parce que dans l'ambiguïté, parce qu'il y a beaucoup de policiers, il y a la majorité des policiers, ils ont compris le système, ils ont compris qui ils servent, mais parce qu'ils ont toujours l'espoir d'être à la retraite et qu'ils ont la politique de la gamelle, ils bougeront pas. Alors par contre, il y a à l'intérieur d'eux les psychopathes et les gens qui sont enragés de servilité envers le système. Donc les pousser à la violence, pousser les enragés à la violence et pousser les enragés, les serviles au service du nouvel ordre mondial à se démasquer, c'est très bien, hein. Donc c'est ce qu'il faut. Donc à chaque fois qu'il y aura des bavures policières, alors il ne s'agit pas de les provoquer bien sûr, mais il y en aura de toute façon parce qu'il y a des excités et qu'ils ont des ordres. Alors il y a les chiens qui sont servis du nouvel ordre mondial et puis il y a les psychopathes et la majorité des policiers qui sont entre les deux, ils sont pris en sandwich entre les deux, ils ont peur pour leur carrière et leur retraite. Alors on peut leur dire tout de suite, votre retraite, vous n'en aurez pas et votre carrière, on va se charger de vous la niquer parce que vous tenez que pour l'espoir de votre retraite et par peur pour votre carrière. Donc maintenant, l'objectif des Gilets jaunes, ça doit vous faire bien comprendre que vous n'aurez pas de retraite et ce n'est pas l'intention du nouvel ordre mondial de vous donner une retraite. L'intention du nouvel ordre mondial, c'est de faire une guerre civile en France, d'avoir 50 millions de morts et vous serez tués par la population française et les migrants pour avoir servi ce système, soit activement, soit passivement. Les chiens du système, vous inquiétez pas, ils seront évacués, vos chefs, etc., ils seront évacués, c'est vous qui payerez l'addition face au peuple français. Donc soyez conscients de ça, vous n'aurez pas de retraite, et le rôle maintenant des Gilets jaunes, ça doit être de vous niquer votre carrière. Alors comment est-ce qu'on nique la carrière d'un policier? Tout simplement de deux façons. Soit le pousser à la faute, et on le filme, soit l'attaquer dans sa profession, le mettre en difficulté administrative. Alors, il y a une technique qui a été utilisée dans plusieurs pays, qui était assez intéressante, qui est de remplir un préservatif de peinture. Alors, bien sûr, pas une peinture indélébile, il ne s'agit pas d'emmerder les policiers, encore que si vous voulez le faire, ben, ça sera votre propre responsabilité, mais c'est de leur jeter de la peinture sur la gueule. Donc, vous remplacez des préservatifs avec de la peinture et vous jetez les préservatifs sur les forces de l'ordre, tout simplement parce que c'est eux-mêmes qui payent leur équipement, ils en sont responsables et si leur équipement est maculé et s'il est détruit, ils ont des sanctions administratives. Bien sûr, l'État va s'adapter derrière, mais c'est une bonne façon d'humilier les policiers et aussi de faire dépenser de l'argent à l'État. Donc cette stratégie, elle a été utilisée dans plusieurs pays, elle fonctionne très bien. C'est donc de remplir des préservatifs avec de la peinture et de la balarguer sur les forces de l'ordre. Alors ça peut être fait partout. D'autre part, faire des piquets de grève intelligents. C'est pas en bloquant un supermarché qu'on va faire la révolution. C'est-à-dire que les gens qui veulent alimenter des caisses de grève, il faut alimenter les caisses de grève des raffineries parce qu'en bloquant la distribution de pétrole en France, vous faites tomber le gouvernement en 10 jours. Et le gouvernement ne pourra pas remettre les raffineries en route avec l'armée parce qu'ils n'ont pas la technicité. Et c'est la meilleure façon de faire, c'est donc soutenir les gens des raffineries, que ce soit la CGT, FO, la CFDT, Sud, de soutenir les gens qui paralysent la distribution de pétrole. C'est également les routiers. C'est-à-dire, je suis très étonné que les routiers ne se soient pas mis en grève pour faire tomber Emmanuel Macron, parce que cela montre bien qu'il y a des accords qui ont été noués avec les grands syndicats pour que les grands syndicats ne se mettent pas en grève. Donc, comme vous le voyez, il y a une trahison syndicale, et cette trahison syndicale, il appartient aux chauffeurs routiers et aux gens qui travaillent dans le secteur de la raffinerie d'assumer leurs propres responsabilités et aux Français d'alimenter leurs caisses de grève, de leur apporter de la nourriture et de l'argent pour faire des piquets de grève, paralyser toute la distribution d'essence. Emmanuel Macron tomberait en 10 jours. Alors après,
il y a un plan B. Le plan B, c'est Nicolas Sarkozy. Donc, ce qu'ils essayent de faire, en fait, c'est de trouver un accord, et ça a été dénoncé par la télévision algérienne et la télévision russe. Et pendant les événements des Gilets jaunes, Macron avait rencontré Sarkozy parce que le but de l'élite, en fait, c'est de prendre un nationaliste, et Sarkozy, il incarne bien le nationalisme français, outre le Front National, pour mettre un guignol comme ça qui servirait à un gouvernement d'union nationale. Donc, surtout en sachant que si on fait tomber Emmanuel Macron, ce qu'on pourrait avoir, c'est pire. Donc, ça serait peut-être mieux de garder Macron, mais de le neutraliser, notamment de cette façon-là, en neutralisant la police, en neutralisant. Un autre système qui a fait ses preuves, c'est d'isoler les enfants et les femmes de policiers. C'est-à-dire que si vous avez des voisins et qui sont policiers, ne leur adressez plus la parole, huez-les quand vous les croisez, que ça soit dans la rue. Quand vous voyez des policiers, il faut les huer. Lorsque vous croisez une femme et des enfants de policiers, que vous savez qu'ils le sont, vous les huez. Je suis désolé pour les enfants, mais ils doivent assumer la responsabilité des actes de leurs parents. Les parents ont mangé les raisins verts, les enfants ont eu les dents agacées. Moi, je me suis souvent fait traiter, je suis d'origine juive, de sale youpin, de sale juif, etc. J'ai été pour rien d'être juif, c'est mes ancêtres qui avaient décidé une partie d'être juifs. On me l'a fait payer toute mon enfance, et je pense que les gens qui sont des chiens au service du système, leur famille doit assumer la responsabilité d'être nourrie par un travail au service de l'infamie et d'être nourri par des chiens, et d'être dans une famille où le père de famille est un chien du système. Alors bien sûr, pas un chien en tant qu'être humain, mais un chien du système, tout le monde aura compris la définition. Donc ce harcèlement des policiers et des familles de police, il peut se faire de cette façon-là au quotidien. Alors il est très important, et vous l'avez vu plusieurs fois, les policiers ne veulent pas être humiliés. Et c'était là le retournement de l'Arc de Triomphe, c'est quand les policiers ont été renvoyés à eux-mêmes et ils se sont sentis humiliés. Ils aiment bien se dire on est les mâles alpha, on leur dit qu'ils doivent occuper le territoire. La BAC, par exemple, qui a été formée à la lutte antiterrorisme et non pas au maintien de l'ordre, elle a montré qu'elle a traité les gilets jaunes comme des terroristes et non pas comme des citoyens qui manifestaient, ce qui était le contraire de la CRS qui était professionnelle. Les BAC, elles ont été envoyées parce qu'ils ont été super bien formés à la lutte antiterroriste, à la guérilla de banlieue, mais ils ne savent pas ce que c'est le maintien de l'ordre, ils n'ont pas été formés avec tous les tirs de LDB, les gens qui ont été éborgnés, c'est la BAC à 99,9% et beaucoup moins la CRS, sauf les grenades de désencerclement qui étaient mal tirées. Donc, humilier les policiers, c'est vraiment important. Par exemple, quand les manifestants passaient et qu'ils disaient tout le monde déteste la police, tout le monde déteste la police, c'était une très bonne opération de guerre psychologique. Alors, les gens qui chantaient on est là, etc., c'était bien sympathique, mais souvent les policiers qui étaient en face d'eux se foutaient leur gueule, les humiliaient parce que eux, ils voulaient avoir une dignité de salarié, et les policiers qui avaient perdu leur dignité, et ils n'en ont plus, la seule chose qui les permet de tenir, c'est la retraite, parce qu'ils n'ont même pas les primes qui leur ont été promis, et même pas les augmentations de salaire d'effectifs qui leur ont été promis. Donc le meilleur moyen, c'est de les humilier. Vous avez tous vu ces images à Barbès où on voit la CRS qui fait un très beau balai, comme ça, pour garder sa dignité. C'est-à-dire, ils se barrent la queue entre les pattes, mais ils le font en montrant on est les chefs, on occupe le territoire, on recule parce qu'on veut bien. Alors le peuple français, il est très bien, il est très gentil, sauf que maintenant, il faut les humilier, et qu'il faut passer par une humiliation systématique des policiers, quel que soit l'endroit où vous êtes, ils doivent être humiliés. Il faut leur couper les couilles et leur faire dégonfler la bite, et plus vous le ferez, et plus vous allez tenir le système. Donc l'ambition, c'est pas de faire tenir Macron, c'est de paralyser Macron, parce qu'on pourrait avoir pire après Macron. Et pour ça, il faut rentrer dans un bras de fer. Et là, je pense que les gens qui sont nationalistes pas trop bêtes, les gens qui sont internationalistes pas trop bêtes, qui se représentent 60-65% des Français, peuvent faire plier le gouvernement. C'est qu'il vaut mieux un Macron sous contrôle que ce qu'on nous réserve après, c'est-à-dire un sarkozyoniste comme Nicolas Sarkozy, ou ce qu'on nous a préparé en substitution à Emmanuel Macron. Donc autant garder un Macron sous contrôle plutôt que la suite avec une guerre civile. Donc là, on a un des éléments clés. Il faut bien rappeler aux policiers qu'ils n'auront jamais leur retraite. On va vers une guerre civile qui est organisée par l'élite, avec la mort de 50 millions de Français. S'ils ne me croient pas, qu'ils lisent The American Project for the New Century. Comment ils s'organisent, ce qui est prévu pour l'Europe, ce qu'ils veulent en faire. Il y a les prophéties d'Aloysie Hohlmeier, qui ne s'est jamais trompé, qu'ils peuvent consulter, sans passer par la prophétie. Il y a tous les documents qui ont été émis par l'élite, en fait, qui montrent que telle est leur intention, et que les cocus vont être en priorité les policiers qui vont être massacrés. Donc pas de retraite, et en plus vous allez avoir
vous avez perdu votre dignité en défendant un gouvernement pour lequel vous n'avez pas voté à 65%, et vous avez totalement perdu votre dignité. Je pense que le rôle maintenant des Gilets jaunes, c'est de faire perdre l'intégralité de leur dignité à la police. Regardez ces images avec le migrant, par exemple, afghan qui était en face de la police et qui disait aux policiers « Tu traites mieux ton chien que moi ». C'est-à-dire, moi, je vis dans la rue, j'ai une tente, tu viens détruire ma tente, c'est-à-dire ce soir je serai encore là, à dormir dans le froid, mais sans tente. C'est-à-dire que, ce qui est incroyable, c'est que la mairie de Paris, il y a des gens qui sont SDF qui vivent dans des tentes. La solution de la mairie de Paris, c'est de détruire leurs tentes parce que c'est pas joli pour les touristes. Par contre, trouver une solution pour les Afghans, il y en a pas. Je rappelle qu'en France, il y a 500 000 emplois qui sont vacants. Je rappelle qu'en France, il y a du désert rural, c'est-à-dire il y a des maisons qui sont abandonnées partout. J'ai lu dans une étude qu'il y avait 4,5 millions de maisons et de logements qui étaient abandonnés en France dans l'espace rural. On pourrait très bien y loger ces gens. Ça permettrait de réouvrir les écoles. On leur verserait une petite pension tous les mois. Ça coûterait moins cher que ce qu'on fait actuellement. On les stabiliserait en France, on les éduquerait et en 10-15 ans, ces gens-là seraient complètement assimilés dans la culture française. Donc les nationalistes qui pensent que en rejetant les migrants, on va sauver la culture française, c'est exactement le contraire. Soyez généreux, permettez aux migrants de venir s'installer, partagez la culture française et vous verrez qu'ils l'aimeront et qu'ils l'adopteront. Et c'est ce qu'on voit souvent, c'est que lorsque les Français sont accueillants, et moi je l'ai vu plusieurs fois dans ma vie où j'ai accueilli des migrants, quand j'ai partagé ma culture avec eux, quand je leur suis venu en aide, ces gens-là, non seulement ils se sont installés dans le pays, ils ont été très reconnaissants, ils ont partagé ma culture, j'ai aussi été enrichi par leurs propres valeurs et on a trouvé un équilibre entre eux et moi. Et c'est comme ça que la France s'est toujours construite, en ayant un rapport étranger. La culture française, ce n'est pas une culture figée. La culture française, elle s'est construite avec des apports étrangers, des apports d'Europe de l'Est. La culture juive, elle a beaucoup apporté à la culture française, ne serait-ce qu'à travers le talmudisme d'Europe de l'Est ou les séfarades dans le sud de la France ou par exemple le christianisme qui est un apport du judaïsme. Les musulmans ont apporté beaucoup de choses à l'Europe, la géométrie, le calcul, tout ça. On a plus de 4000 mots je crois en français qui sont issus de l'arabe et qui viennent de la culture islamique. La culture française, ce n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui se construit au jour le jour sur notre territoire avec les nouveaux venus et avec leur propre culture, où on trouve une nouvelle formule entre eux et nous. Et je pense que les gens sont assez intelligents pour ne pas tomber dans la xénophobie et le nationalisme, c'est partager notre culture, accueillir les migrants, et c'est le piège sur lequel nous attend le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, il génère de la migration pour nous empêcher d'accueillir les gens. Parce que si on veut niquer le nouvel ordre mondial, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est accueillir les gens et les convertir à notre culture, et même nous convertir à leur culture. On peut mélanger leur culture et notre culture pour créer une nouvelle culture française. C'est ce qu'on a toujours fait au cours de l'histoire et c'est ce qui a rendu la France forte. Lorsque la France, elle a voulu s'enfermer sur sa culture, c'était au moment de l'Empire gallo-romain, et qu'on a mis des murs, eh bien, il y a eu des phénomènes climatiques qui ont fait que les migrants y sont entrés et tout a été détruit. Donc, si c'est ce qu'on veut, créer des murs et faire qu'à un moment les migrants rentrent par millions et que tout soit détruit, faisons du nationalisme et de la xénophobie. Si on veut au contraire que tout se passe bien, que la culture française se remodifie, qu'elle se réarticule, qu'elle reste vivante comme elle a toujours été, il faut accueillir les migrants, en particulier à la campagne, en leur donnant, ça c'est un appel que je donne aux agriculteurs, arrêtez d'avoir peur des organismes sociaux, des impôts, etc. Vous avez du travail à faire dans vos champs, vous avez du travail à faire dans vos fermes. S'il y a des millions de migrants qui viennent pour vous aider dans les fermes et si vous leur permettez de reconstruire de l'habitat rural, les services de l'État, que ce soit les services, l'inspection du travail ou les services fiscaux seront totalement paralysés. Et d'ailleurs, l'objectif, c'est de paralyser le fonctionnement de l'État, puisque comme l'État est au service des banquiers et du nouvel ordre mondial, paralysons l'État et faisons-le massivement. L'objectif, c'est de nous débrouiller en tant que citoyens sans l'État, un État corrompu, sans des fonctionnaires de l'État qui sont des fonctionnaires serviles au service du nouvel ordre mondial. Faisons ceci. Bravons l'État et vous verrez que la majorité des fonctionnaires qui sont des gens sensés, qui ont du cœur et qui aiment la France vont nous rejoindre. Donc la meilleure façon de sortir de la peur, c'est de ne pas aller dans l'affrontement avec les migrants, mais au contraire c'est de les aider, de les installer à la campagne et de nous émanciper de toutes les lois de la République qui créent la situation actuelle de blocage. Donc je n'appelle pas à la désobéissance civile puisqu'il n'y a plus d'état de droit. L'état d'urgence qui a été proclamé en France par François Hollande, celui qui chantait son amour à Israël, eh bien, après les attentats terroristes qui avaient été organisés par on sait qui, Bataclan et compagnie, donc maintenant il n'y a plus d'état de droit en France. Donc si il n'y a plus d'état de droit pour l'État, il n'y a plus d'état de droit pour les Français. Donc la loi française n'est plus d'aucune application. L'État français, et en particulier la DGSE avec la psychotronie, etc., n'applique plus l'état de droit. Le gouvernement passe par ordonnance. Il n'y a plus aucun état de droit en France. Donc j'appelle les Français à tout simplement ne plus respecter la loi républicaine puisqu'elle n'existe plus. On est en état d'urgence.
et de déclarer l'état d'urgence citoyen. Et l'état d'urgence citoyen, c'est de parler avec son cœur, de s'émanciper de toutes les législations et de venir en aide aux gens qui sont autour de nous sans considérer la loi. Il y a des migrants dans la rue, allez leur donner à manger. Ils ont froid, allez leur donner des vêtements. La police vient pour les déloger, détruire leurs tentes et en faire des SDF en situation encore plus précaire. Interposez-vous entre la police et les migrants. On a l'effet de l'ombre, il y a 150 000 personnes en France qui travaillent pour le ministère de l'Intérieur. Ils peuvent mettre 50 000 personnes sur le terrain. Ils pourront peut-être mettre 50 000 militaires sur le terrain, ce qui fait 100 000 personnes. On est 77 millions de Français et franchement, ils n'y arriveront pas. S'ils nous tapent dessus, on le filmera. S'ils nous tirent dessus, ça fera tomber le gouvernement. Donc, de toutes les façons, on est gagnant. On est face à un système qui ne pourra plus s'imposer et qui ne s'impose que pour deux choses, notre peur et notre égoïsme. Si on sort de l'égoïsme et si on sort de la peur, vous inquiétez pas, on peut garder Macron et on peut le mettre sous contrôle. Contrairement à ce que dit Jérôme Rodriguez, ce n'est pas mettre Macron, sortir Macron parce qu'on ira pire après, c'est garder le contrôle sur le système. Et avoir le contrôle sur le système, c'est avoir conscience que l'état de droit n'existe plus, c'est l'état d'urgence, que donc plus personne n'a à respecter la loi. D'autre part que on doit aller en tant qu'individu vers les autres et les aider avec notre cœur pour sortir de cette situation. Ça veut dire aussi aller vers les policiers, leur expliquer la situation et les policiers qui s'entêtent, les isoler socialement, les isoler économiquement, et leur rendre la vie au quotidien dans leur vie civile insupportable. Et vous inquiétez pas, les policiers, la majorité des gens, c'est pas des gens idiots, c'est des gens qui ont du cœur, ils ont une famille, et ils passeront du côté de la raison, du côté de cœur et du côté du peuple, et ils arrêteront d'être les chiens de garde de la finance anglo-saxonne. Donc on peut agir, on a énormément de moyens d'agir au quotidien. Ce que je demande aux personnes qui sont sur YouTube et qui, par exemple, parlent de la théorie de la conspiration, qui décrit le système, arrêtez de monétariser vos vidéos avec de la publicité. Alors, par exemple, il y a des gens qui se disent les personnes savent que quelqu'un m'a attaqué et un nationaliste qui s'est exilé m'a attaqué et j'ai répondu. Ce que j'ai fait remarquer avec lui, c'est qu'il a 2 millions de vues. Ça veut dire qu'il a environ gagné, pour environ 200 000 vues, vous avez à peu près 3 000 € de pub. Au plus bas, vous allez avoir 500 €. Au plus haut, vous allez avoir 3 000 si c'est complètement monétarisé. Alors, imaginez que si pour 200 000 vues, vous avez gagné 500 €, pour 2 millions de vues, vous avez gagné 5 000 €. Donc, cette personne qui passe pour un grand résistant, un grand nationaliste, non seulement il s'est cassé à l'étranger alors personne ne l'avait obligé, moi je me suis cassé à l'étranger et j'ai demandé l'asile politique pour ne pas être assassiné par la police française, ou harcelé par la police française en vue de mon assassinat, et donc j'ai décidé de partir à l'étranger pour ne pas être assassiné. Cette personne-là, elle est partie de sa propre volonté et elle monétarise ses prestations sur YouTube, donc elle gagne de l'argent. Ce n'est pas un résistant, c'est quelqu'un qui s'est exilé volontairement, un nationaliste qui s'est exilé et qui gagne de l'argent sur le désespoir des Français. Moi, mes vidéos, elles ne sont pas monétarisées et si j'ai de partir, c'était sous la contrainte. Donc, on a tous des solutions, notamment pour les YouTubeurs qui font de l'information, de démonétariser, arrêter de mettre de la pub sur YouTube. On peut pas être dans le système, lutter contre le système et être dans le système. Ça ne fonctionne pas. On peut être heureux à l'intérieur du système, mais arrêter de vous vendre au système. Donc là, la solution, on l'a. Existe-t-il une solution politique? Alors, lorsque la France elle a été dans un grand danger de survie, le général de Gaulle, il est allé en Angleterre, il a demandé l'aide des anglo-saxons, qui n'étaient pas trop chauds. Et puis ensuite, dans les années 58, lorsque les anglo-saxons ont pensé que les communistes allaient prendre le pouvoir en France et que la France allait tomber dans le bloc communiste, eh ben, ils ont fait l'opération Résurrection avec De Gaulle. Donc, les Américains ont cédé devant De Gaulle parce qu'il valait mieux céder devant De Gaulle que laisser donc les Russes prendre possession de la France avec les communistes. Eh bien, la Chine pourrait exactement jouer le même rôle. C'est-à-dire, si on avait un homme politique à gauche qui avait des couilles, qui était un De Gaulle de gauche, il irait en Chine, il demanderait l'aide des Chinois, et avec l'aide économique, militaire de la France, on pourrait sortir l'Union européenne de l'impasse et la France de l'impasse dans laquelle on est. Alors, il y avait des gens qui avaient nourri des espoirs dans Jean-Luc Mélenchon ou dans Juan Branco. Alors, c'est de l'opposition sous contrôle. Mélenchon, il est trop vieux et il a démontré qu'il n'avait pas les couilles. Et Juan Branco, il vient de la petite classe parisienne, il a sans doute du courage, mais je ne pense pas qu'il ait l'envergure d'être un De Gaulle, c'est-à-dire de partir en Chine et depuis la Chine mener l'insurrection en France et permettre aux Français de reprendre le contrôle sur leur destin. Donc il n'y aura pas un De Gaulle de gauche, il n'y aura pas une aide de la Chine pour sortir la France de sa situation et malheur en prenne à la Chine puisque la prochaine personne qui sera
sur le champ de bataille prévu par les Illuminati. C'est la Chine qui sera poussée à envahir le Canada et qui sera ensuite anéantie. Hélas, voilà la situation où on n'aura pas un De Gaulle de gauche et c'est bien triste. Je me suis moi-même posé la question lorsque j'ai dû quitter la France de savoir dans quelles conditions je le faisais et si j'allais pas aller en Chine. J'avais de très très bons contacts avec les autorités chinoises et comme j'avais un cancer, j'ai failli mourir. En fait, on a essayé de m'assassiner par micro-ondes. J'ai décidé de pas le faire et de toute façon, je pense pas que ça soit mon destin. Mais ce que j'ai essayé de dire aux Gilets jaunes, et j'espère que ce message sera répété depuis le début, puisqu'il y a des Gilets jaunes qui parlent de moi, c'est il n'y a plus d'état de droit. On est dans un état d'urgence, donc vous n'avez plus à respecter la loi. La loi, il n'y a plus de loi en France. C'est la loi du plus fort. Alors pour l'instant, la loi du plus fort, c'est la loi du gouvernement avec les chiens de l'armée et les chiens de la police, qui lui servent de chiens de garde. Alors demandons aux policiers et aux militaires d'arrêter d'être des chiens, s'ils veulent être des chiens, qu'ils soient les chiens du peuple. Et quant aux Français, qu'ils en tirent les conséquences. Donc c'est pas un appel à la désobéissance civile, puisqu'il n'y a plus de civilité, mais c'est un appel au cœur. Donc je vous ai donné quelques pistes. Il y a d'autres pistes qui sont données par les associations. Rejoignez les associations de citoyens. Il y a beaucoup de moyens d'action pour remettre Emmanuel Macron, le gouvernement, la police, l'armée, les administrations sous le contrôle du peuple. On peut le faire, c'est possible et on peut éviter cette guerre civile. Je vous remercie. Alors voici le récapitulatif de mes conseils. Acte 1 pour les Gilets jaunes, prendre conscience de la situation collective, historique, spatiale et individuelle. Prendre conscience de qui on est et où on en est collectivement. Acte 2, agir en groupe mobile pour harceler les élus, les autorités, la police, la gendarmerie, l'armée, tous les détenteurs de pouvoir et d'autorité de l'État qui ne sont plus légitimes parce qu'on est dans un état d'urgence, donc un état basé sur la force. Il faut les harceler. Comment les harceler? Les harceler en petits groupes mobiles de protestataires avec des cuillères, des casseroles, tous les moyens possibles pour maintenir la pression psychologique qu'ils ne tiendront d'ailleurs pas. Acte 3, cibler les familles de collabos. Donc à chaque fois que vous savez qu'une personne collabore avec le système, maintenir la pression sur sa famille en l'isolant socialement. Acte 4, humilier les collaborateurs du système. Donc il faut savoir que la majorité des policiers sont des gars sympas, des gars honnêtes, mais ils ont accepté de perdre leur dignité, de se laisser couper les couilles pour se mettre au service de ce système. Et avec l'information qui circule et leurs femmes qui maintiennent souvent la pression, souvent les femmes de policiers sont gilets jaunes, ils sont de plus en plus en train de perdre leur dignité. Et là, l'expérience de Milgram et l'expérience de Stanford nous enseignent exactement ce qu'il faut faire pour faire que les policiers ne collaborent plus. C'est justement les mettre en contradiction avec le système, ou tout du moins que le système se montre contradictoire envers eux, ce qui a été fait. Ensuite, acte 4, il faut humilier donc les policiers. Il est très important de les humilier. Ils se sont déjà fortement humiliés personnellement pour entrer dans ces institutions. Ils essaient d'être sur contrôle mental. Ils ont la pression à la maison. Donc, en augmentant la pression sur leur famille et en augmentant la pression sur eux lors des manifestations, on va les faire craquer psychologiquement. C'est un mécanisme d'épuisement psychologique des détenteurs de l'autorité qui n'existe plus puisqu'on est en état de droit. C'est la loi du plus fort. Donc, maintenir la pression sur eux avec différents moyens qui sont les sifflets, jeter des préservatifs remplis d'eau ou remplis de peinture. Il y a toutes sortes d'actions qui peuvent être faites depuis les fenêtres des immeubles, en toute impunité, etc. On n'est pas obligé d'être dans la rue. À chaque fois qu'il y a des forces de l'ordre qui passent, il faut leur envoyer des capotes avec de l'eau, avec des produits colorants. Et bien sûr, pas de produits chimiques, pas de choses qui puissent les blesser. Ce sont des citoyens, ce sont nos frères, donc ce sont des Français, donc on n'a pas à leur faire du mal. Mais par contre, on a à leur faire prendre conscience de ce qu'on pense d'eux, et c'est la meilleure façon. Ensuite, il faut absolument aider les migrants, puisque le projet du nouvel ordre mondial, c'est de générer une guerre civile. Donc il y a des gens comme Soros qui ont décidé de foutre le feu aux poudres et qui payent les passeurs pour faire venir des millions de migrants en Europe pour forcer les Français à devenir nationalistes, à devenir violents, à être dans un climat de guerre civile, ce qui permettra l'installation du nouvel ordre mondial. Donc vous voulez emmerder Soros, vous voulez emmerder les mondialistes, eh bien considérez chaque personne qui est en face de vous comme un être humain. Il y a des migrants qui sont là, aidez-les, la police vient pour les déloger, interposez-vous, surtout les grands-mères, etc., les grands-mères qui ont du cœur. N'hésitez pas, vous allez voir les policiers, ils sont bien filmés. Maintenez-leur la pression, tous ceux qui n'ont pas le RIO, tous ceux qui n'ont pas le badge, sifflez-les, huez-les, dites là, mec, mets ton RIO, etc. Il faut maintenir la pression devant les caméras. Il y a des caméras privées de youtubeurs et maintenant de plus en plus la presse mainstream se met à en parler parce que la situation est ingérable, donc aider les migrants.
Acte 6, il faut absolument changer de paradigme, c'est-à-dire paralyser l'État de toutes les façons. C'est-à-dire les fonctionnaires, il faut faire la grève du non-zèle, c'est-à-dire diminuer vos heures de travail, faites-en le minimum au boulot, il faut totalement paralyser la machine étatique, que ça soit dans les tribunaux, que ça soit dans les commissariats, dans les gendarmeries, faites la grève du non-zèle. Les gens qui doivent mettre des PV, n'en mettez pas. Les gens qui doivent aller réparer les cabines radar, ne les réparez pas, etc. Il y a un manuel dont je mettrai les coordonnées en ligne, qui est le manuel de comment résister à un occupant. Ça a été écrit par un Suédois. On peut de toutes les façons paralyser l'occupant, et on est occupé par le nouvel ordre mondial anglo-saxon. On peut donc paralyser notre occupant, chacun individuellement, même une femme de ménage dans un hôtel peut paralyser le nouvel ordre mondial, c'est à la portée de tout le monde, on peut tous, sans exception, paralyser le nouvel ordre mondial. Ensuite, c'est une adresse que je fais aux youtubeurs, arrêtez de monétariser. Donc il y a des grands résistants sur YouTube qui tous les jours nous parlent de la théorie de la conspiration, etc., qui généralement sont des nationalistes et des socialistes à la Soral, parce qu'il y a une école de Soral qui est le national-socialisme français. Alors si on n'a toujours pas compris que le national-socialisme c'est un instrument des mondialistes, c'est-à-dire c'est les mondialistes qui ont créé le nationalisme, c'est eux qui ont créé le socialisme et maintenant ils veulent le supranationalisme, et que la meilleure façon de résister au nouvel ordre mondial, c'est certainement pas d'être socialiste comme Macron et c'est certainement pas d'être nationaliste comme Le Pen. Donc ça c'est vraiment, si vous voulez savoir qui favorise le nouvel ordre mondial, c'est les gens de gauche, les internationalistes qui ont appelé à voler Macron, et c'est les nationalistes qui lui ont permis d'être au deuxième tour. Donc si vraiment vous êtes contre le nouvel ordre mondial, c'est très simple. Ni nationalisme, ni internationalisme. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire confiance à la droite classique? Non plus. Elle est complètement infiltrée, elle est complètement pourrie, et le service secret algérien et les services secrets russes viennent de mettre publiquement une information publique qu'on savait nous depuis longtemps, puisque Macron avait déjà rencontré il y a un an Sarkozy. C'est que le projet maintenant des banquiers, c'est d'aller chercher le sarkonazi, de sortir cette espèce d'infâme fripouille de dictateur sur talonnette et de nous le présenter en nouveau De Gaulle. Donc surtout ne rentrez pas, gens de droite, les républicains, dans cette espèce de démence d'aller rechercher cette espèce de sous-produit avarié. Ensuite, la dernière truc que je voudrais dire, l'acte 8, c'est donc la solution politique. Donc, on aurait une solution politique et elle passe pas, contrairement à ce que pensent les nationalistes, elle passe par la gauche et elle passe par la Chine. C'est-à-dire, si les gens de gauche étaient assez intelligents, ils iraient vers les Chinois, comme De Gaulle a fait. Il est allé vers les anglo-saxons. De Gaulle n'aimait pas les anglo-saxons. Il l'avait dit clairement. Pourtant, lorsque les nazis ont envahi la France, il savait que c'était les anglo-saxons qui avaient envoyé Hitler, et ben il est allé chez les anglo-saxons pour les emmerder. Alors, c'était une très bonne technique. Actuellement, on pourrait imaginer qu'il y a un Français qui aille aux États-Unis, mais ça marcherait pas. Ce qui marcherait actuellement, c'est qu'il y a un Français qui aille en Chine, de gauche, avec assez de charisme, et qui, avec de l'argent chinois et une aide militaire et politique chinoise, permet d'inverser la vapeur. Parce que contrairement à ce que pense la majorité des gens, le dernier rempart que l'on a derrière le nouvel ordre mondial, c'est la République populaire de Chine qui, dans la théorie, reste la dernière démocratie. Avec tous les défauts de la démocratie, mais elle reste une grande démocratie. Le dernier rempart au nouvel ordre mondial est certainement pas Poutine qui en est un des agents. Donc voilà en 8 points ce qu'on peut faire. 1. Prendre conscience. 2. Agir en groupe mobile. 3. Cibler les familles de collabos. 4. Humilier les collabos. 5. Aider les migrants pour emmerder le nouvel ordre mondial. 6. Paralyser l'État. 7. Ne pas faire de fric, pas de monétarisme. Et 8. Essayer d'envisager une solution politique. La plus adéquate pour le moment est pas de faire tomber Emmanuel Macron, de le laisser au pouvoir, mais de le contraindre. Parce que si l'élite devait remplacer Macron, on aurait pire. Donc il vaut mieux un Macron faible qui fait pipi dans sa culotte et faire qu'on va le tenir. C'est ce qui s'est passé en mai 68. En mai 68, les 68ards n'ont pas fait tomber De Gaulle, mais ils ont fait un bras de fer avec lui et ils ont obtenu de Pompidou, qui était son premier ministre et qui était chargé des négociations aux accords de Grenelle, la gauche est arrivée à tordre le bras des capitalistes et leur faire cracher l'augmentation de 100% du salaire minimum et tous les avantages qui sont venus pour les Français après mai 68. Ça n'a pas duré très longtemps puisqu'en 1973, c'est la loi Rothschild qui est passée, on est rentré dans la dette publique. Mais au moins, il y a eu beaucoup de réformes sociales qui ont été faites jusqu'à ce que Mitterrand, qui était payé par la finance, fasse tomber la France et en fasse un vassal des États-Unis. Il y a des solutions, ces solutions elles sont à l'intérieur de nous, ce sont des solutions très simples et
Si elles étaient mises en œuvre, eh bien, je peux vous dire une chose, le nouvel ordre mondial, il serait sacrément emmerdé pour sa suite du programme, qui est la grande guerre civile en France et la guerre avec la Russie. Alors, arrêtez de soutenir la Russie et arrêtez de créer un climat de guerre civile. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour arrêter le nouvel ordre mondial. Et malheureusement, la gauche veut aller vers la guerre civile, la droite veut aller vers Poutine, ce qui, à mon avis, va perdre la France. Donc, pour le peu de personnes qui aiment la France et qui veulent pas suivre Macron, eh bien, voilà les solutions en 8 points. Il est possible qu'après toutes les horreurs que la France va vivre dans les prochaines années, si hélas il se passe exactement ce qui est prophétisé, la vieille aristocratie française qui aime la France et qui est française de cœur et d'âme fasse son retour. Généralement, elle s'est exilée ou elle reste dans le silence. Mais en tout cas, sachez qu'il y a une élite qui est prête à aider la France, qui est en capacité à reprendre le pouvoir et à réinstaurer la démocratie royale, c'est-à-dire un souverain qui garantit que l'État est indépendant, honnête et au service des citoyens, et des classes qui vont collaborer entre elles, loin du système libéral, avec un communautarisme rural important et des villes qui seront mieux encadrées. Voilà, je vous remercie, c'était Pascal Tréfingui. Ce message ne sera pas vu pour beaucoup de personnes, mais si déjà ça permet à certaines personnes de ne pas croire en Poutine et de ne pas croire à la guerre civile, je pense que j'aurais déjà fait une partie de mon travail. Alors, comme promis, voici notre tout petit studio d'enregistrement, qui est vraiment microscopique, mais qui fait son usage. Voilà. Voilà, et je vais aussi mettre une vidéo à la suite, qui est une coupure montage, qui vous montrera que j'ai juste un petit papier avec mes principales idées que j'étudie avant de me mettre en ligne et que ensuite je laisse de côté.